appelle les stratèges du sous-sol. Des gens qui prennent des décisions à plusieurs milliards de dollars. Mais au fond, qui sont-ils? Allez, aujourd'hui on plonge dans le monde un peu secret des ingénieurs réservoirs. Oui, ce sont un peu les architectes cachés de notre approvisionnement en énergie. Et leur rôle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Voyons un peu ce qui se cache vraiment derrière ce titre. Bon, pour commencer, histoire de mettre tout le monde sur la même page, c'est quoi exactement un ingénieur réservoir? On va définir ce rôle de plus près. Donc, en gros, leur mission, c'est de cartographier ce qui est invisible, de comprendre ces immenses poches de ressources qui sont là sous nos pieds. Ils doivent jongler entre la science des données, l'ingénierie, tout ça pour maximiser l'extraction et bien sûr atteindre les objectifs financiers de leur boîte. Alors, comment on devient l'un de ces fameux stratèges? Eh bien, regardons d'un peu plus près leur boîte à outils. De quelles compétences ont-ils besoin? Quel est leur parcours? Et quels logiciels ils utilisent au quotidien? Alors attention, ce n'est pas un rôle pour n'importe qui. Ça demande une maîtrise vraiment pointue des maths, de la physique, de la géologie. Et ce qui est super intéressant, c'est cette nécessité de comprendre la mécanique des fluides dans des milieux poreux. C'est vraiment là que la science pure rencontre l'ingénierie sur le terrain. Le parcours pour y arriver, il est assez balisé. D'abord, une grosse formation d'ingénieur, puis une spécialisation. Au début de carrière, c'est beaucoup de modélisation, de soutien technique. Et puis avec l'expérience, eh bien, ils grimpent les échelons et se retrouvent à piloter des projets qui pèsent vraiment lourd à l'échelle internationale. Évidemment, à l'ère du numérique, leur arsenal a bien changé. Aujourd'hui, ils s'appuient sur des logiciels de simulation ultra sophistiqués. On parle d'outils comme Petrel ou Eclipse qui permettent de créer des jumeaux numériques des réservoirs. Le but, prédire les taux de récupération et, bien sûr, prendre les meilleures décisions possibles. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la description de poste officielle, sur le papier, correspond vraiment à la réalité du terrain? Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que les avis sont partagés. Voilà, d'un côté, on a les tâches techniques, le suivi, la cartographie, l'évaluation, le dur du métier en quelque sorte. Et de l'autre, on a des témoignages de gens du milieu qui décrivent un rôle bien plus orienté business, centré sur des questions stratégiques qui engagent des millions. Il y en a même qui parlent, non sans une pointe d'ironie, d'exercices de polissage de PowerPoint, ce qui montre bien l'importance de savoir vendre ses idées à la direction. Et alors là, on a un point de vue, disons, assez direct. Ça oppose carrément le travail de bureau de l'ingénieur réservoir, vu comme un peu théorique, à celui de l'ingénieur de production, qui lui est sur le terrain en train de sortir les barils. C'est une vision assez clivante, on peut le dire. Mais il y a une autre vision qui vient complètement recadrer le débat. Et là, on touche vraiment au cœur du métier. L'ingénieur réservoir, lui, il opère à une échelle macro. Son job, c'est de répondre aux questions existentielles de l'entreprise. Où est-ce qu'on met notre argent ? Où est-ce qu'on investit des sommes colossales pour garantir notre avenir? Et justement, cette énorme responsabilité stratégique, ça nous amène au vrai défi intellectuel de ce métier, comment on gère l'incertitude. Et c'est ça tout le paradoxe. Un réservoir, au fond, c'est le résultat de processus géologiques bien précis, logiques. Le problème, c'est que les données qu'on a, elles, sont hyper limitées. Alors comment on fait pour prendre des décisions à plusieurs milliards, en se basant surtout sur ce qu'on ne sait pas? C'est tout l'art de ce métier, naviguer dans cette mer d'inconnu. Concrètement, comment ils font? Eh bien, au lieu de parier sur une seule valeur, un chiffre unique, ils travaillent avec ce qu'on appelle des distributions de probabilités pour chaque variable importante. En combinant toutes ces probabilités, ils arrivent à estimer une fourchette de résultats possibles. Et ça leur permet de mettre un chiffre sur l'incertitude, de la quantifier. Bien sûr, pour réduire cette incertitude, on peut toujours aller chercher plus de données. C'est ce qu'on appelle la valeur de l'information. Le truc, c'est que chaque nouvelle donnée n'a un coût, et souvent un coût très élevé. Donc le cœur de leur job, c'est un arbitrage permanent. Est-ce que ce que je vais apprendre en plus vaut vraiment l'argent que je vais dépenser pour l'obtenir? Et cet arbitrage, ce calcul permanent entre le coût et la valeur de l'info, il est encore plus important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le métier lui-même est en train de se transformer complètement, poussé par la transition énergétique. Oui, plus de 80%. Ce chiffre de l'Agence internationale de l'énergie, il est sans appel. Le paysage de l'énergie change à une vitesse folle. Et pour les ingénieurs réservoirs, c'est à la fois un défi gigantesque, mais aussi une opportunité incroyable. Et c'est ça qui est clé. On parle d'une transition, pas d'une disparition. Toute cette connaissance hyper pointue du sous-sol, accumulée pendant des décennies, eh bien, elle est directement transférable. Mieux, elle devient indispensable pour les solutions énergétiques du futur. Et voilà leur nouveau terrain de jeu. Le captage et stockage du carbone, ou CSC, l'énergie géothermique,
aller chercher la chaleur de la Terre, ou encore le stockage d'hydrogène sous terre. Toutes ces technologies, absolument toutes, reposent sur cette expertise du sous-sol. Prenons l'exemple du stockage de carbone. Le principe, c'est d'injecter du CO2 sous terre pour l'y piéger. Il faut modéliser comment cette bulle de CO2 va se déplacer, s'assurer que la roche est bien étanche. Au final, les calculs et les techniques sont quasiment les mêmes que pour extraire du pétrole. C'est juste le processus inverse. On assiste donc à une véritable redéfinition de l'identité de la profession. L'objectif, ce n'est plus seulement de maximiser la récup d'hydrocarbures, c'est devenu beaucoup plus large. Il s'agit de gérer le sous-sol comme un atout stratégique pour construire un portfolio d'énergie qui soit à la fois diversifié et durable. Finalement, en tant que gardiens du sous-sol, ces stratèges sont sans doute les mieux placés pour nous aider à développer les technologies bas carbone à grande échelle. Loin d'être un métier du passé, ils sont peut-être au cœur de la prochaine révolution énergétique. Et ça nous laisse avec une question assez passionnante. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous aider à découvrir demain ?